enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, où il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Aujourd'hui, entretien avec le citoyen André Bellon, plus de 30 ans, voire 35 ans, administrateur de l'INSEE, polytechnicien, ancien député, dissident du Parti Socialiste, et puis aussi président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ancien. Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Personne n'est parfait. Merci de nous recevoir. On va parler. Le système est mort depuis longtemps. Alors, savoir quand, depuis quand il est mort. Il y a quelques dates. Et c'est surtout vous, dans votre analyse politicienne, là, on va dire, politique politicienne, ce qui s'est passé hier, un clou supplémentaire dans le cercueil du système. C'est à vous. Un clou, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un révélateur de l'ensemble. C'est un événement dont je pense qu'on ne mesurera les conséquences qu'au bout d'un certain temps. Incontestablement, c'est la fin d'un cycle. Pourquoi ? D'abord parce que ce système ne pouvait pas durer comme ça, il était absurde. Qu'est-ce qui se révèle hier? Plusieurs choses. D'abord, que pour la première fois depuis longtemps, on va avoir un Parlement qui apparemment sert à quelque chose. On avait un Parlement qui servait strictement à rien, sauf à enregistrer ce que disait le président de la République. Bon, c'est pas un Parlement, ça. Bon, là, on a un Parlement composite, la majorité n'est pas claire, elle peut être diverse d'ailleurs, mais en tout cas, la question est posée.
Donc le Parlement, quelque part, a un sens. Bon. Lequel, je suis incapable de le dire, bien entendu, mais ce n'est pas l'espèce de zombie qu'il y avait jusqu'à présent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui est que, du coup, le suffrage universel a pris un sens. Et donc, je ne peux, pour l'instant, je vais nuancer ça tout à fait après, du coup, je ne peux que m'en féliciter, parce que jusqu'à présent, le suffrage universel était bafoué par la classe dirigeante. Le pire ayant été, lors du traité de Lisbonne, quand un président de la République, Nicolas Sarkozy, a bafoué, avec l'appui du Parti socialiste, puisqu'il s'est abstenu, le vote des Français exprimé en 2005 contre le traité constitutionnel européen. Mais le premier parti de France, c'est quand même l'abstention, les nuls. Alors, j'allais y venir. Les bulletins blancs et nuls. J'allais y venir. La troisième remarque, c'est que, certes, le suffrage universel a réussi à dire quelque chose, mais dans le même temps, la particularité principale de cette élection, c'est que l'abstention plus les blancs plus les nuls, c'est à peu près 58% de l'électorat. 58% des inscrits. Ouais. Des inscrits, il y en a qui ne sont plus inscrits. Oui, Voilà. Je raisonne par rapport aux inscrits. Donc 58%. Bon. Ce qui veut dire quand même que la légitimité de l'ensemble pose problème. Mais on peut juger extraordinaire que la question de la légitimité soit posée au travers d'un vote qui, quelque part, n'a pas une légitimité suffisante. Bon, c'est les contradictions de l'histoire. C'est toujours comme ça, l'histoire. N'empêche que ce vote, qui, quelque part, n'est pas légitime, puisque plus de la moitié, nettement, des Français n'ont pas voté, a quand même donné un résultat qui oblige à poser la question de la légitimité, alors même que la présidentielle, dans les mêmes conditions, ne l'avait pas posée officiellement. Parce que personne ne peut dire que la présidentielle a donné un président légitime. C'est pas vrai. Elle a donné un président par défaut, en racontant des tas d'histoires sur il faut pas machin, il faut pas machin. Bon, non. Nous sommes devant la vraie question de la légitimité. Alors, certains, évidemment, au travers de cette histoire, commencent à nous dire, ben vous voyez que le suffrage universel, c'est pas bien, c'est évidemment pas beau. Non, le suffrage universel, c'est excellent quand les conditions sont données aux citoyens pour exprimer leur volonté. Le problème étant que le système politique, le régime, ne permet pas l'expression de la volonté légitime du peuple français. Mais excuse-moi, citoyen, pour qu'il y ait volonté légitime, il doit y avoir libre arbitre. Pour avoir du libre arbitre, il ne faut pas y avoir de propagande oligarchique au niveau des médias. Tous les médias appartiennent à 8 ou 9 oligarques, subventionnés par l'argent public, notre pognon. On n'a pas la séparation des pouvoirs. On n'est pas en démocratie. Vous avez entièrement raison. Et soit dit en passant, l'association pour une constituante, que j'ai l'honneur de présider, avec d'autres, dit depuis des années que nous sommes fondamentalement pour le principe du suffrage universel, encore faut-il que le suffrage universel représente la volonté de l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire la volonté universelle, quelque part. Mais il faut les égorger, alors. Alors, de ce point de vue, c'est vrai que tout est fait par la classe dirigeante depuis des années pour déconsidérer le suffrage universel. Et pour dire, nous devons le remplacer par quelque chose qui nous arrange, nous. Et curieusement, pour des raisons qui m'échappent, une partie des gens qui se disent progressistes aident à cette évolution. En particulier, à remplacer par exemple le suffrage universel par un tirage au sort. Bon. Ça fait partie de la propagande officielle.
je suis, soit dit en passant, j'ai trouvé amusant que certains qui passent leur temps à exprimer que le suffrage universel c'est vilain pas beau et que les citoyens sont des crétins, ont soutenu certaines des listes qui étaient en présence, parce que ça les arrangeait, du coup ils étaient pour le suffrage universel. Bon, il faut arrêter de dire tout et son contraire. Je ne citerai pas de nom pour l'instant, mais on pourra y venir si vous voulez plus tard. Il reste que il faut changer le système. Comment? Alors le président de la République, officiellement, Emmanuel Macron, a trouvé la solution en disant c'est moi qui vais vous trouver le nouveau système. Et il nous a annoncé qu'il allait faire un CNR. Soit dit en passant, le parallèle avec le Conseil national de la résistance est un peu insultant, surtout lorsqu'on est au 18 juin. Hein. Bon. Mais bon, c'est ce qu'il a dit. Conseil national de la refondation. Donc il va refonder. Bon. Et pour refonder, il va faire, ben quoi? Il va faire une espèce de pseudo-assemblée décidée par lui, dont des citoyens tirés au sort et pas mal d'experts qui vont faire le système. C'est-à-dire qu'il est encore lui-même le souverain, et donc encore lui-même le légitime pour changer un système qui est complètement mort. Tout changer pour rien changer. Voilà. Avec des élites corrompues jusqu'à l'os, consanguines. Corrompues en partie, en tout cas, incapables de parler au nom du peuple dont elles sont complètement coupées. Ça, c'est clair. Alors, c'est la problématique du mandat impératif et révocatoire. Alors, ça pose cette question-là, ça pose la question du RIC, ça pose... Bon, et toutes ces questions-là, comment peuvent-elles être résolues? Ben, en posant l'ensemble du système. Et comment ça se fait historiquement? Ben, par ce qu'on appelle l'élection d'une constituante. C'est pour ça, nous, enfin, on a posé la question lors du traité de Lisbonne. C'est pas hier, 2007. Et nous continuons à la poser par l'Association pour la Constituante. L'idée, c'est quoi? Les citoyens, au plus près de leur lieu d'existence, dans leurs rapports sociaux, commencent par exprimer leurs revendications, leurs problèmes, leurs contradictions, ce qui s'appelle les cahiers d'exigence. Autrefois, on appelait ça doléances, ça fait un peu ringard. Hein. C'est pas ça, c'est qu'on n'a rien à demander le dol, c'est la demande au ça, Seigneur. Dol, on n'a rien à leur demander. Excusez-moi, mon maître, de vous demander pardon. Quoi. Voilà. Le cahier d'exigence, c'est plus clair. Et donc, on exige à nos employés, voilà. de nos employés. Exactement. C'est pour ça qu'on a changé le mot. Et donc, cahier d'exigence, et donc il faut essayer, on va essayer de faire ça dans des expériences particulières qui devraient donner lieu à d'autres, que ce soit partout comme ça. Au travers de ces cahiers d'exigence, demander à se rassembler pour que les assemblées communales, donc au niveau des communes et des quartiers, pour que les assemblées communales ainsi constituées proposent un nouveau système politique, un nouveau mode de fonctionnement de la vie publique en commun, de telle manière qu'on aboutisse à une assemblée générale qui s'appelle l'Assemblée constituante, qui redéfinisse les conditions de la vie politique et qui soient des conditions acceptées par la majorité du peuple français et qui au passage reconstitue le peuple français en tant que corps politique constitué. Merci pour ces explications, force et honneur, on ne lâche rien, à très bientôt les amis.